Alors du coup, je vais me présenter et je vais vous dire pourquoi je vais vous parler de ce thème-là. Donc je suis hébergé ici, avec Laurent d'ailleurs aussi, sur une startup qui s'appelle Blue Beacon et notre segment de marché, c'est le mobile marketing. Donc du coup, on est plutôt impacté par le RGPD puisque toutes ces problématiques-là, on est obligé de les gérer dans tous les projets qu'on mène à bien. Donc je suis pas spécialiste, fiscaliste, avocat, non tout ça je sais pas faire. Par contre j'ai dû analyser le RGPD pour faire que la viabilité de la startup soit au rendez-vous. Donc j'ai bien étudié quand même mon dossier. N'hésitez pas à me poser des questions, c'est le but. Voilà, si vous avez un moment des interrogations. J'ai orienté la presse sur le contexte mobile. Évidemment, le RGPD peut toucher plein de choses. Vos cartes de visite que vous avez dans la poche, par exemple, ça touche aussi ça. Donc, ça peut aller très loin, le RGPD. On va pas parler de tout ça, sinon il nous faudrait 2 jours environ. Mais on va plutôt se concentrer sur la partie mobile. Alors déjà, RGPD, donc Règlement général pour la protection des données. Il a été mis en place le 25 mai 2018, donc il est actif. Le principe de ce règlement, déjà, c'est qu'il est européen. Donc tous les États membres de l'Europe s'y soumettent et on va voir un petit peu le périmètre tout à l'heure. Que vous dire de plus là-dessus ça touche les données personnelles et on va beaucoup en parler. Le leitmotiv de ce règlement, c'est permettre à l'Europe de s'adapter aux nouvelles réalités du numérique. C'est un super slogan. On va voir que dans la vraie vie, ça ouais. Je voulais savoir, en fait, est-ce que ce règlement il fait suite au scandale de Facebook? Non, du tout. Pas du tout. Non. Déjà prévu. Ouais. Et depuis de longue. Donc c'est pas en écho du tout à Facebook. C'est plutôt un côté lobby médiatique. Il s'est dit tiens, il y a le RGPD qui va arriver. Si on tapait sur les doigts sur un gros, ça fera faire mousser un petit peu la mayonnaise. Voilà. Vous pouvez le retrouver si l'âme d'un lecteur est en vous sur la CNIL. Vous l'avez en version originale anglaise et vous l'avez en version française. Vous avez les deux. Et du coup, il y avait quoi avant? Est-ce que vous savez? Avant le RGPD. Les bannières chiantes pour les cookies. Au niveau règlement. Hein. Mais il y avait la CNIL, non? Alors la CNIL, elle y est toujours, puisque c'est elle qui gère maintenant le RGPD. Et avant, elle gérait quoi la CNIL du coup? Vous savez ou pas? La protection des fichiers, l'utilisation des fichiers. Ouais, et la loi, elle s'appelait comment? Informatique et liberté. C'est ça. C'est celle-là. Et elle date de 78. Ouais. Et Cocorico, on est les premiers à avoir mis une loi sur l'informatique. En Europe, en tout cas. On a été les premiers. Alors, concrètement, le RGPD, il vient évidemment s'appuyer sur pas mal de problématiques qu'évoquait déjà la loi liberté. Informatique et liberté. Grosso modo, si je dois essayer de vous l'imager, à l'époque, on avait construit un mur, mais c'était en 78. Du coup, le mur, on avait mis juste 3 briques, à peu près, c'est tout, pas plus. Puis après, le temps a passé et nos législateurs ont rajouté des briques. Et on s'est retrouvé avec un mur qui faisait à peu près ça, quoi. Donc ils se sont dit, tiens, on va faire table rase du mur qui est braque-ballant et on va construire un super mur bien propre comme il faut. Du coup, cool. Sauf que finalement, le mur qui était braque-ballant, bah ils l'ont pas détruit. Donc on a 2 murs maintenant. Ce qui veut dire que parfois, des murs se mettent en contradiction l'un et l'autre. Donc il se peut, dans certains cas, que la loi liberté, informatique et liberté sont en contradiction avec le RGPD. Donc ça va engendrer pas mal de problématiques. Mais ça, on verra bien. Au niveau du périmètre, donc 100% des entreprises qui traitent les données personnelles de ressortissants européens. Ça, c'est super important. Toutes les entreprises qui gèrent des données de ressortissants européens. Et on va voir l'impact que ça peut avoir tout à l'heure. Concrètement, les données personnelles, c'est quoi? C'est toutes les données off ou online, c'est pour ça que je vous parlais de vos cartes de visite tout à l'heure, permettant d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Un IP, indirectement, vous pouvez détecter une personne physique puisque vous pouvez aller sur une adresse. Donc l'IP, c'est une donnée personnelle. Concrètement. Un cookie, ça peut générer de la donnée personnelle, etc., etc., etc.
Ce qui veut dire avec ce indirectement qu'à peu près tout est de la donnée personnelle. Une plaque d'IMAT de votre voiture, c'est une donnée personnelle. Un petit détail dans ton slide, c'est en fait c'est les entreprises qui traitent ou qui stockent. Qui traite. Donc à partir du moment, grosso modo, tout le monde, parce qu'en fait, dès que tu arrives sur un site web, tu as l'IP. Donc C'est ça. un impact à 100%. C'est ça. Du coup, dans notre périmètre, ben, on a eux. Et puis, on a eux aussi. Puisque tous ces gens-là traitent nos données de nous, Européens. C'est pour ça que justement qu'il y a eu le cas de Facebook, c'était pour faire de l'émulsion médiatique. Par contre, concrètement, aujourd'hui, si on regarde eux et eux, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'ils ne sont pas du tout en réglementation avec le RGPD. Donc après, c'est plus un contexte de lobby qui va venir travailler au niveau international pour voir qui c'est qui va arriver à mieux influencer, etc., etc. Mais si on prend la loi au pied de la lettre, ils ne sont pas du tout en conformité. Le principe du RGPD, il est mis sur une nouvelle philosophie de loi, c'est ce qu'on appelle le privacy by design. Donc ça, c'est une notion qui est vraiment au cœur du RGPD, et donc ça impose aux entreprises d'intégrer les principes de la nouvelle réglementation dès la conception d'un projet. Donc nul n'est censé ignorer la loi. Donc quand vous construisez votre projet digital, numérique, informatique, vous devez prendre conscience du RGPD et intégrer par défaut toutes les bonnes pratiques liées à ce règlement. Ça vous dit ça. Donc vous êtes autonome là-dessus. Vous n'avez plus besoin de faire des déclarations à la CNIL. Avant, par exemple, vous avez certains formulaires qui vous permettent de faire des déclarations CNIL sur de la donnée personnelle quand vous gérez une base de données sur votre site, etc., etc. Tout ça, c'est fini. Ça a été détruit. Et maintenant, ça vous dit, par défaut, vous êtes censé connaître la loi. C'est à vous à mettre en place les bonnes pratiques du règlement. Ce qui veut dire que vous serez contrôlé qu'en cas de dénonciation. Et donc, le dénonciateur va une remontée auprès de la CNIL. La CNIL va venir enquêter et va voir si vous avez bien respecté le principe du privacy by design. Ça va se passer comme ça. Du coup, vous pouvez me poser la question, ouais, mais pour les projets d'avant, ceux qui existaient avant le RGPD, eh ben, du coup, à partir du 25 mai, tout le monde doit être RGPD. Ça, c'est le principe de la loi. Donc, vous devez entamer un processus de mise en conformité. Et la CNIL a dit, on vous donne 2 ans. À peu près. Et après, on va commencer à vraiment vous taper sur les doigts méchamment. Maintenant, on va plus rentrer dans la partie data. Il y a une chose qui est hyper importante. Il y a 2 choses hyper importantes. Co-responsabilité des sous-traitants. Donc, vous êtes une start-up, vous vous dites, tiens, j'ai pas de développeur Android. Je vais embaucher en externe un développeur Android. Il s'est complètement foiré sur une faille de sécurité au niveau données personnelles. Ben, vous êtes tous co-responsables. Donc c'est à vous à bien gérer vos prestataires aussi. Et donc pour ça, il existe dans le RGPD un moment dans la loi où on vous dit, vous devez essayer d'aller vers de l'audit de vos prestataires pour voir si eux-mêmes sont bien conformes RGPD pour pouvoir travailler avec eux. Bon, concrètement, il est où mon téléphone? Il est là. J'ai un iPhone. Ok, j'ai les numéros de mes clients sur mon iPhone. Si je respecte le RGPD, je suis obligé d'aller auditer Apple pour savoir s'ils sont en réglementation pour stocker des données personnelles de mes clients dessus. Si on peut aller jusque-là sur la réglementation. Du coup, c'est complètement absurde, évidemment. Qui c'est qui va aller auditer Apple pour savoir s'il est en conformité? Donc, ce qui veut dire que la loi va avoir certaines limites. Et du coup, la CNIL en prend conscience quand même et nous dit, bon, des fois, ça devient absurde, mais du coup, on n'ira pas regarder de ce côté-là. Si vous stockez des données personnelles hors EU, vous êtes obligé de demander une dérogation à la CNIL. Donc concrètement, si vous traitez de la donnée personnelle de ressortissants européens et que ces données, vous les stockez hors EU, vous devez demander une dérogation. Vous n'avez pas le droit. C'est-à-dire si le serveur est... Ouais. Et du coup, cloud public,
Comment on sait? Concrètement, on n'a plus le droit d'utiliser le cloud public s'il y a de la donnée personnelle. Ça veut dire ça. Je vous laisse vous amuser du coup avec cette réflexion-là. Alors ensuite, au niveau des stores. Souvent, moi j'ai entendu la réflexion, ouais, mais de toute façon, c'est pas mon problème. Sur les stores, ils ont déjà géré tous les trucs, etc. pour les notifications, machin. Non, en fait, il faut savoir que le store ne libère en aucun cas le premier de ses obligations, c'est-à-dire vous, le signataire du contrat. Au contraire, si on lit en détail les contrats des stores quand vous publiez une app dessus, ça les déresponsabilise. C'est-à-dire, s'il y a un souci, vous allez voir le responsable de l'appli, le propriétaire. Nous, on est là juste pour diffuser l'appli, c'est tout. Donc faites attention, ne vous cachez pas derrière un contrat d'un store, parce que concrètement, c'est vous qui serez toqué. Surtout avec le principe de la co-responsabilité, en plus. Alors maintenant, si on rentre un petit peu plus dans les détails, concrètement, ça nous dit, maintenant, il faut du consentement explicite pour collecter des données. Ce consentement explicite, ça veut dire quoi? Ça veut dire ça. Ça veut dire informer clairement la personne de ses droits et de l'objectif de la collecte de ces données. Ok? S'il y a différents objectifs, il va falloir poser la question plusieurs fois pour chaque objectif. Modification des formulaires. Fin des cases à cocher par défaut. Donc maintenant, on est sur ce qu'on appelle de l'opt-in. L'opt-out fini. Voire même la CNIL préconise du double opt-in. Case plus formulaire de confirmation où on vous redemande de bien confirmer que vous avez bien coché. Pour faire de la fuite d'utilisateurs, il n'y a rien de mieux. L'internaute doit pouvoir choisir d'activer totalement ou partiellement la quasi-totalité des cookies, publicitaires, fonctionnels et analytics. Donc c'est-à-dire que si vous utilisez des cookies avec des objectifs différents, donc des fins différentes, vous êtes obligé de poser plusieurs fois la question. Imaginez quand vous arrivez sur un site web, ce que vous allez avoir comme champ de questions avant d'accéder à la home. Concrètement, ça veut dire ça. Concernant le profilage, l'entreprise doit informer clairement l'internaute que ces données comportementales seront utilisées pour le profilage et ce dernier doit l'accepter sans équivoque. Et on va en parler après sur les mises en demeure, SDK et compagnie, sur vraiment le contexte mobile. Ça, aujourd'hui, quasiment toutes les startups qui travaillent dans le marketing digital, tout ce qui est personnalisation, géofencing, etc., sont toutes hors RGPD. Et je vais vous donner l'exemple de 2 qui ont déjà été retoqués, justement. Alors, l'entreprise doit cesser le profilage à la demande de l'internaute. C'est-à-dire qu'il ne doit pas le commencer si l'internaute n'a pas dit oui. Ce qui est actuellement pas le cas du tout. Vous allez sur un site web, je vous donne l'exemple, s'il y a Analytics, Google Analytics d'installer dessus, par défaut, ça collecte. Vous avez dit ni oui ni non, ça commence déjà à collecter. Normalement, on devrait bloquer Analytics, poser la question et ensuite le déverrouiller. Et pouvoir donner la possibilité de le rebloquer. L'entreprise doit tenir un registre des demandes d'opposition. De la même manière que les demandes de consentement, vous devez tenir un registre de l'opposition. Qui c'est qui a dit oui, qui c'est qui a dit non. Dans votre app, vous utilisez peut-être de la localisation, des notifications. Et du coup, vous avez posé la question via l'iOS ou l'Android. Quand vous avez posé la question, est-ce que vous avez pensé à enregistrer en base de données si l'utilisateur machin bidule a bien accepté de recevoir des notifications ou a bien accepté la localisation? Si vous ne l'avez pas fait, c'est pas bon. Vous devez l'enregistrer. Vous devez tenir un registre de tout ça. Et ça, pour le coup, souvent on se cache derrière le store. On dit ouais, mais l'OS il a posé la question, c'est bon, il nous a dit oui. Ouais, mais on n'a pas le registre de l'OS. Donc on est censé faire un double enregistrement, nous de notre côté, pour être sûr d'avoir le registre. Mais du coup, ça nous oblige à enregistrer des données personnelles, même si on ne le veut pas. Ouais, c'est pas faux. C'est pour ça qu'il y a le principe de l'anonymisation. S'il dit non, il va falloir l'anonymiser. Il n'y a aucun intérêt, du coup. C'est-à-dire ? Enregistrer qu'il y a eu un device qui a dit non et un device qui a dit oui sans savoir quel device c'est, il n'y a pas d'intérêt.
C'est la CNIL qui vous dit ça. Les demandes d'opposition, vous êtes obligé de les enregistrer. Ouais, mais c'est un truc qui a pu marcher parce que si tu regardes la sécurité que Apple enforce en fait sur ses devices, ils font tout pour que tu ne puisses pas identifier les gens. Ce qui veut dire que tu ne peux pas enregistrer physiquement l'accord explicite ou le désaccord explicite de l'utilisateur, parce qu'en fait, tu n'as pas moyen de l'identifier. Donc, ça veut dire que tu peux pas en fait te conformer à la loi. Alors, justement, c'est le problème justement des GAFA, c'est qu'ils vont vers une orientation qui n'est pas du tout RGPD. Alors que toi... Alors, ouais, mais non, parce que finalement, le RGPD, dans son principe, il te dit, tiens, enregistre. Dès qu'il y a une acceptation ou une opposition, la CNIL, ils vont venir taper à la porte et dire merci de me donner le registre. La première chose qu'ils vont faire, c'est ça. Ouais, mais tu peux pas le faire parce qu'en fait, l'objectif, Apple, sur la sécurité, ils ont une position très claire. Ils disent toutes les données personnelles ne sortent pas du device. Si elles sortent, elles sont encryptées end-to-end. Donc il n'y a personne n'a accès à ces données. Et on se fout complètement de ce que les autres peuvent penser. C'est l'utilisateur qui est roi. Et ils ont raison, quelque part. Sauf que ça veut dire que toi, tu peux pas identifier ton utilisateur. En plus de ça, ils ont fait des trucs dans l'OS qui empêchent une application d'identifier clairement, par exemple, si elle utilise un token, ce token-là, à un moment donné, va changer. Et donc, ton registre va devenir faux. Sauf si tu identifies tes utilisateurs. Donc, oui, sauf s'il y a de la création de l'app. S'il y a du nom-prénom dans l'app, par exemple. Du nom-prénom, etc. Mais là, tu vois, du coup, effectivement, tu es obligé de garder de la donnée oui, c'est ça. Sur des gens qui veulent pas qu'on la garde. Je suis d'accord. C'est absurde. Mais je suis d'accord. Il y a plein de trucs. Tout ce qu'on va voir là, le 3/4, c'est absurde. D'accord. Moi, perso, je l'ai étudié. En fait, ça m'arrache les cheveux, ce truc-là. Donc... mais il y a plein de trucs. Plus on va rentrer dans les détails, plus on va voir qu'en fait c'est absurde. Et du coup, ça vous pose pas question? Consentement explicite, finalité, objectif. Concrètement, quand on utilise Facebook Connect, Facebook récupère toutes les données de l'utilisateur. Où c'est qu'il y a eu la demande du consentement avec les objectifs différents. Je veux être ciblé par tel partenaire, lui j'accepte pas, etc., etc., etc. Donc si vous utilisez ça, concrètement, vous êtes hors RGPD. C'est vous êtes co-responsable. En fait, finalement, tous les systèmes d'authentification externe. C'est ça. Derrière, il y a tout le principe de la co-responsabilité, donc tout tombe à l'eau. Idem sur tout ce qui est faille de sécurité. Aussi. Donc là, clairement, tu es responsable de la faille de sécurité de Facebook qui a perdu 50 millions de comptes. Ouais, c'est ça. Et clairement, en plus, tu étais censé lui faire un audit pour savoir s'il était conforme. Voilà. Voilà. En plus, sinon, faut pas l'utiliser. Ou alors, il faut utiliser des solutions européennes qui respectent le RGPD. Notion de protectionnisme. Non. Je pense qu'il y en a, parce qu'il y a un marché qui est naissant et qui va arriver, donc il y en a déjà qui ont dû se positionner. Mais à mon sens, le web mondial ne peut pas aller vers du protectionnisme d'État, quoi. C'est le web. Le but, c'est que ça soit ouvert, pas fermé. Ou alors, on est dans un régime chinois, mais c'est pas pareil, quoi. Peut-être. Voilà. On va essayer d'échanger sur le marché. Pareil que la crypto-monnaie. Après, sur le blockchain, il y a plein de problèmes aussi RGPD où justement les données transitent et ils sont pas sûrs de la bonne sécurité, etc. Du coup, ça pose plein de problèmes aussi au niveau RGPD. Je suis pas spécialiste blockchain, mais je sais qu'il y a beaucoup de soucis. Alors du coup, on a parlé de tout ce qui était justement solution de connexion. Et maintenant, ça c'est une petite infographie de la CNIL que j'ai trouvé hyper intéressante. Elle vulgarise vachement, mais au moins elle pose les bases bien claires, bien précis. Donc sur tout ce qui est notion de géolocalisation sur les smartphones. Alors elle nous raconte une petite histoire, la CNIL. Elle nous dit, ben voilà, on a notre Antoine là qui a téléchargé Daily Info, on va dire c'est Le Monde par exemple. Donc il a téléchargé l'app du Monde. Et l'app du Monde, elle contient un SDK d'un data buyer. Ok. Du coup, le data buyer, il récupère la position d'Antoine pour savoir où c'est qu'il se balade, où il va, de quelle manière il consomme, etc. Et il espionne Antoine via le SDK.
Le data buyer, lui, son job, c'est d'agréger les données. Donc il agrège, et il arrive à faire du profiling d'Antoine, du coup. Une fois qu'il a fait ce profiling, eh ben, il y a une boutique qui a envie de communiquer à Antoine, et cette boutique-là, elle achète les données au data buyer. Ok, pour pouvoir ensuite lui envoyer des offres ciblées et faire ce qu'on appelle du marketing personnalisé. À quel moment Antoine, il a dit oui, il veut bien recevoir des trucs? À quel moment Antoine, il a dit oui, il veut bien être espionné par data buyer? À aucun moment. Donc toutes ces solutions-là de géolocalisation qui ont des buts derrière marketing, aujourd'hui avec le RGPD, le fait qu'il n'y ait pas de consentement explicite, ne sont pas légales. Et ça, c'est à peu près le modèle économique de 90% des startups qui bossent dans le marketing digital. Et ça cause pas mal de soucis. Alors, ce qui doit être prévu pour Antoine, donc ça c'est ce que nous dit la CNIL. Donc une information claire et le consentement d'Antoine sont obligatoires avant de collecter ces données et de les utiliser à des fins publicitaires. Concrètement, ça veut dire, Antoine, si tu acceptes de me donner ta localisation, c'est parce que derrière je vais revendre tes données à un data buyer qui lui-même va les revendre à X ou Y partenaires. Et comme la CNIL nous dit chaque objectif doit être détaillé, logiquement on devrait avoir la liste des partenaires et pouvoir sélectionner lesquels on veut bien donner nos infos, etc., etc. Ça peut aller jusque-là. Ce qui semble complètement absurde, pour le coup. L'annonceur doit fournir à Antoine une information sur la provenance des données utilisées et exercer les droits d'opposition, d'accès, etc., de suppression. Il y a pas mal de droits maintenant avec le RGPD. Donc concrètement, Antoine a donné son accord d'un côté, du coup il a reçu du marketing personnalisé sur son smartphone, mais au moment où il reçoit, il faut quand même lui demander « Est-ce que tu es bien d'accord parce que du coup j'ai récupéré les infos de tel ou tel annonceur ?» Ce qui semble juste impossible dans la vie. Mais bon. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois? Eh ben la CNIL, elle a mis en demeure 2 grosses startups qui sont justement dans cette logique de marketing digital, c'est Fideuse et Timo. Et donc, elle les a toquées sur la récolte du consentement. Et elles sont toutes basées sur des technos SDK. Et ce qui est fort par rapport à la CNIL, dans la notion de message fort, c'est que ça a été la première mise en demeure publique de la CNIL. Donc la CNIL, sur cette thématique-là, a communiqué en premier. C'est-à-dire que, grosso modo, quand elle va faire de la chasse, c'est là-dessus qu'elle va aller en premier, en priorité. Donc si vous utilisez dans vos apps de la géoloc, faites attention. À quelle fin vous l'utilisez, cette géolocalisation? Du coup, maintenant, on arrive au risque. Qu'est-ce qui se passe si vous faites des bêtises avec le RGPD? Donc, vous l'avez compris, par défaut, vous devez être conforme. Et ensuite, quelqu'un va se rendre compte que vous faites des conneries et va faire un dépôt à la CNIL. La CNIL, ensuite, va venir vous auditer, va analyser tout votre système. Alors, si vous traitez de la donnée personnelle, la CNIL, le RGPD vous dit vous devez avoir un DPO. Donc, Data Protection Officer. Donc, le chef de la donnée personnelle. Et ce DPO, il doit être au sein de l'entreprise, okay, mais ne pas faire partie du comité de direction de l'entreprise. Il ne doit pas être dans les directeurs, parce qu'il ne doit pas être jugé partie dans l'entreprise. Du coup, vous allez me dire, ouais, mais quand je suis une start-up et qu'on est 3, du coup, on est 3 directeurs, comment on fait? Ben, la CNIL vous dit, vous devez externaliser votre DPO. Donc, vous devez payer une société de conseil pour qu'elle fasse DPO pour vous. Donc ça, c'est aussi des coûts à prendre en considération. Donc quand la CNIL va venir vous auditer, elle va dire toc toc toc, je veux voir le DPO. DPO, merci de me donner les registres que vous faites, comment vous sécurisez vos données, patati patata. Et si ça se passe mal, vous risquez jusqu'à 4% du CA de la boîte. Ce qui est plutôt pas mal. Alors dans la vraie vie, c'est pas encore le cas, avec une limitation, oui, à 20 millions. Bon, ils ont été sympas, ils ont mis un plafond. Concrètement, ce plafond-là, il veut dire qu'ils vont aller toquer les gros quand même au début. Sinon, ils n'auraient pas mis un plafond à 20 millions.
Ça veut dire surtout que d'abord ils vont faire ça, avant de commencer à mettre des amendes. Même s'ils en ont déjà mis, par exemple ils en ont mis une à Darty il y a pas longtemps pour un problème de sécurité. Donc il y a eu du piratage de données personnelles sur le site. Darty s'est dédouané en disant c'est pas nous, c'était le prestataire informatique. Et la CNIL a dit non, co-responsabilité, donc c'est vous qu'on vient toquer. Donc ils ont mis une amende, je crois de mémoire c'était 150 000 € ou un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, on n'est pas à 20 millions, ni à 4% du CA de Darty, 150 000 €, c'est loin de là. Mais avant, la plus grosse amende de la CNIL, avant le RGPD, c'était 50 000 €. Donc là, la première, ça a été 150 000. Donc clairement, ils vont augmenter les quotas. Mais avant d'arriver là-dedans, d'abord, il y a prononcer avertissement, la mise en demeure. Donc là, en l'occurrence, pour Timo et Fideuse, ils ont eu une mise en demeure de 3 mois. Alors c'était à 5 jours la fin, j'ai essayé de chercher, savoir s'ils avaient communiqué sur... alors ils ont été en conformité ou pas, puisque je suis allé fouiller et à mon sens ils ne le sont pas encore en conformité, puisque j'ai vu avec quelle boîte ils bossaient, sur quelle app il y avait les SDK installés, je me suis amusé de les télécharger pour voir si on me demandait le consentement. Bon non, pour l'instant non. Donc apparemment ils sont pas conformes, mais la CNIL visiblement n'a pas encore communiqué sur une éventuelle amende ou fermeture, ou limitation des données, suspension des flux, ou ordonnance de satisfaire, ce genre de choses-là. Les entreprises qui ont été mises en demeure, c'est des entreprises qui créent le SDK que d'autres applications en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, ça se passe comment quand on est prestataire? En gros, par exemple, je dis une bêtise, mais je sais pas, Carrefour, il me demande de créer une app. Ouais. Je fais l'appli qui est pas responsable, qui gère pas RGPD. Ouais. C'est Carrefour qu'on va taper sur les doigts, et après c'est à Carrefour de me taper sur les doigts. C'est ça. Et si jamais l'appli elle a été faite avant, ouais, c'est à Carrefour de repayer une prestation pour mise en conformité de ouais. RGPD. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et c'est à Carrefour, pour travailler avec toi, de t'auditer, savoir si tu es conformité aussi. Puisque comme il y a co-responsabilité, maintenant dans les projets, on est censé s'auditer, tous les prestataires, on doit s'auditer. Et donc en tant que prestataire, tu dois aussi avoir un conseiller RGPD. Alors le DPO, la loi te dit, tu dois en avoir un que si tu traites des données personnelles, et dans la loi il y a écrit à grande échelle. Ah, okay. Ça veut dire quoi à grande échelle? Alors si tu as basé tout ton modèle sur du traitement de data, mais que tu n'as que 3 données parce que tu débutes, est-ce que tu dois avoir un DPO ou pas? Oui. Tu vas probablement en traiter à grande échelle, mais pour l'instant, non. Mais c'est absurde, parce que ne pas avoir de DPO, si tu mets ton modèle économique sur du traitement de data, c'est aussi absurde, du coup. Bon, voilà. Il y a plein d'absurdités. Hein. Et puis voilà, c'est fini. Voilà. Vous savez à peu près tout sur le contexte mobile. Alors, il y a plein d'autres choses. Hein. Vous avez des nouveaux droits, comme le droit à la suppression, le droit à la consultation, le droit à la modification. Donc, clairement, par exemple, aujourd'hui, Facebook devrait, quand on veut fermer un compte, effacer toutes nos données, ce qui n'est pas le cas. Demain, vous fermez votre compte Facebook, vous revenez dans 3 semaines. Je peux vous dire que il est remis comme si rien ne s'était passé. Alors qu'ils sont censés devoir normalement maintenant tout supprimer. Ouais, ils avaient un truc, il me semblait qu'il n'y avait pas un truc, ils faisaient ça au bout de 2 ans, je pensais comme ça. Non, la CNIL a dit, au moment où vous demandez, ils sont obligés d'accepter et de vous donner la preuve que c'est fait. Vous avez aussi la consultation, la modification et la portabilité. Oui, maintenant il y a le droit à la portabilité des données aussi. Donc vous pouvez demander à Facebook un CSV avec toutes vos données dedans. Et vous allez chez le concurrent pour les réinjecter si vous avez envie. Voilà. Okay. Voilà. Merci. On peut prendre quelques questions. Ah, si vous voulez. Si vous avez d'autres questions, allez-y. On prend une ou deux questions. Il y en a eu pendant la présentation, mais s'il y a encore des questions, on peut en prendre une ou deux. Allez-y, hein, s'il y a des trucs. Bon, en fait, on a eu les réponses au fur et à mesure, donc. En fait, j'ai une question sur le type de données. Ouais. C'est principalement les données personnelles. Ouais. Donc, par exemple, si c'est les applications typiques où tu interagis avec l'application, tu peux faire un bouton à droite, c'est pas personnel, mais c'est ce que les gens font, qui peut éventuellement générer des actions qui sont stockées en base de données. C'est pas considéré comme données personnelles. Par contre, les actions que tu prends des applications. Si tu as de la création de compte, déjà, c'est sûr
que tu es dans le contexte de données personnelles. Et ensuite, si tu récoltes quand même des infos comme la géoloc, par exemple, là aussi tu es dans de la donnée personnelle. Même si tu peux pas identifier tes users. Alors, ils vont te dire que indirectement, tu pourrais décoder pour pouvoir identifier, machin, etc. Puisque dans la loi, il y a marqué directement ou indirectement. Et il y a même marqué que les moyens peuvent exister ou pas. C'est-à-dire que, théoriquement, il se pourrait que dans 10 ans, on puisse y arriver à le faire. Voilà. Grosso modo, ça veut dire tout. Pour moi, quand tu fais une loi comme ça veut dire tout tes données personnelles, quoi. Puisque tu projettes déjà que théoriquement, un jour, on pourra le faire. Ouais, c'est fou. Et le plus rigolo, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de donner vos cartes de visite sans avoir un dépôt de décharge de consentement. Puisque tout ça, ça existe aussi dans le monde physique. Puisque c'est des données on et offline. Enfin, c'est les personnes qui n'ont pas le droit de les accepter. Ouais. Voilà. Ou alors, il faut vous faire signer une décharge pour l'accepter. À peu près, ils vont pas utiliser. C'est horrible. Du coup, il y a des idées start-up peut-être là-dedans. Comment récolter les consentements. Voilà. Et concrètement, moi j'ai une carte Carrefour, j'ai jamais reçu de demande de consentement concernant l'utilisation des données personnelles ils ont un gros paquet. Donc, Moi, je me suis amusé à ma femme à regarder sur les 3 derniers mois, quand elle s'inscrivait sur des cartes de fidélité, dans les boutiques, machin, etc. Il y en a un qui a respecté le truc, qui lui a fait cocher des cases sur du papier. Il lui a fait cocher des cases, oui, je veux bien, nanani, nanana. Tous les autres, à chaque fois, c'était par défaut, vous êtes abonné. Non. Normalement, il faut choisir d'être abonné maintenant. C'est pas par défaut, vous êtes abonné. Mais 9 sur 10 n'étaient pas en conformité. Et je parle de grands groupes, hein, Decat, etc. quoi. Hein. Ouais, parce qu'il y a la perception de la notion que le RGPD concerne uniquement le web. Ah non, du tout. Ça touche tout. Ça touche même les RH. Une fiche de paye, il y a de la donnée personnelle. Hein. Sur un CV, il y a de la donnée personnelle. À quel moment on donne le consentement pour enregistrer des CV ? Ça, il y a plein de problèmes là-dessus. Grosso modo, si vous voulez stocker un CV, il faudrait demander le consentement maintenant. Avec une limitation de durée, de stockage de la donnée, machin, etc. Il n'y a que l'administration fiscale qui n'est pas concernée par le RGPD, donc si tu veux vraiment pas avoir dans d'envie... une question d'ailleurs si... C'est bien que vous avez la déclaration, mais est-ce que vous avez fait le formulaire de consentement? Ça sert à rien de leur poser, ils ont le droit de faire sans te demander. Ça, ils ont prévu le coup. Hein. Ils ont mis justement tout ce qui est organisme d'État en droit d'outrepasser pour des raisons justement de bon sens, machin, etc. Super, mais sur ça, ce sont pas un organisme d'État, c'est pas prévu. Ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête ça, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Merci beaucoup. Voilà, merci.